Merci, mesdames les modératrices, chère Catherine, chère Anne-Sophie, chères consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, chers amis. Merci de m'avoir invité pour parler d'après-cancer, d'effets indésirables des hormonothérapies. Et moi, je vais particulièrement m'intéresser dans cette présentation au rôle de l'activité physique. Voilà mes conflits d'intérêts. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que dit l'Institut du cancer sur les facteurs de risque de cancer et l'activité physique? On voit que sur les 142 000 nouveaux cancers diagnostiqués par an en France, 40% seraient évitables, et dans ces 40%, ça va être un peu sensible, 40%, 1%, donc ça dure autour de 1500 cancers seraient liés au manque d'activité physique. D'où viennent ces données? Je vais vous présenter un certain nombre de travaux scientifiques. On va y aller pas à pas pour comprendre un peu ce qui se passe et ce que ça en dit. Alors voilà une série américaine sur un petit nombre de patients. Est-ce qu'on voit mon pointeur? Donc 1 440 000 patients ou patientes chez qui on s'est interrogé rétrospectivement sur leur activité physique, quelle quantité d'heures de sport ils font, grosso modo, par semaine. Et on a classé, on a pris les 90%, la partie haute des 90 à 100% de la distribution, et les 10% de ceux qui faisaient le moins de sport, et on les a comparés. Cette présentation, donc ici, 1, c'est le chiffre final. 1, il n'y a pas de différence entre les très sportifs et les pas du tout sportifs. Quand on va vers la droite du 1, je ne sais pas si c'est compliqué, quand on va vers la droite du 1, le sport est plutôt délétère, donc, et quand on va ici, le sport est plutôt protecteur. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, notamment d'abord les cancers digestifs, œsophage, foie, côlon, ont en effet une forte activité sportive et plutôt quelque chose de préventif. Ça marche aussi, c'est aussi le cas dans les cancers du poumon, mais aussi dans les anomalies, dans les cancers, dans les pathologies tumorales hématologiques, comme la leucémie aiguë. Et pour nous, ce qui est notre cœur de propos aujourd'hui, pour le cancer du sein, avec un risque, ce qu'on appelle un risque relatif de 0,90, donc 10% de protection. Les patients qui faisaient beaucoup de sport présentaient 10% de moins de cancer du sein. Tout ça ayant été, par ailleurs, on a pris en compte l'âge, le tabagisme et un certain nombre d'autres facteurs. Donc un premier résultat qui étaye ce que dit l'Institut du cancer. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le cancer du sein. Alors dans cette autre série, sur là aussi un nombre conséquent de patients, 110 000 patientes. Est-ce qu'on va s'intéresser, est-ce que l'intensité du sport, et est-ce que ça a de l'activité physique et sa durée, est-ce que ça a un rôle? Alors, donc on a fait des facteurs de risque. Donc c'est des patientes qui présentaient des cancers, donc activité physique lifetime, tout au long de l'existence, et puis on va voir ainsi dans les 3 dernières années. Alors, ça m'a permis d'apprendre un mot en anglais, strenuous. Strenuous, c'est une activité physique très importante, enfin très intense, très dure. Et donc, c'était classé en 5 durées par semaine. 0,5 à 0,50, donc 30 minutes de sport intensif par semaine. Ici, une demi-heure à 2 heures, 2 heures à 3h50, et le dernier, 5 heures de sport intensif par semaine, tout au long de l'existence. Et donc là, on voit là, on va s'intéresser à ça, donc c'est le risque de cancer chez ces patientes. Est-ce que c'est un effet protecteur? On voit, je l'ai mis en pointillé, on voit que chez les patients, donc ça c'est les patients qui faisaient très peu, et au fur et à mesure de l'activité, on peut peut-être dire qu'ici on dit significatif pour une activité très forte. Vous voyez qu'il n'y a pas de diminution du risque au cours de l'activité, donc un résultat pas très concluant. Une activité, donc ça c'est pour l'activité physique vraiment très intense, tout au long de l'existence. Activité modérée, tout au long de l'existence. On est ici, et là aussi on voit 1,02, donc 1,02, il n'y a pas du tout ni de bénéfice, ni d'effet délétère, et au fur et à mesure de la durée hebdomadaire de ces sports intenses, vous voyez 1,02, 1,02, 0,94, pas grand-chose. Bon. Deuxième partie de l'étude, les patientes qui présentaient des activités dans les 3 dernières années qu'on a pu colliger de façon très suivie. Là aussi,
une activité intense, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence selon les groupes, et une activité modérée dans les 3 dernières années, on voit aussi, on est toujours à la chasse d'un risque, d'un calcul statistique inférieur à 0,05, vous voyez qu'on a 0,80, pas de tendance, on ne peut rien en dire sur cette série importante, donc l'intensité et la durée, difficile de conclure. Alors on est quand même toujours dans la même série, est-ce qu'on peut quand même, vous savez qu'il y a 2 types de cancers, principalement, il y a des cancers du sein qui sont hormonosensibles, et puis des cancers du sein qui ne sont pas hormonosensibles. Et si on sépare ces 2 groupes, est-ce qu'on peut essayer de voir s'il y a un rôle, pour rentrer vraiment dans le détail, est-ce que l'activité physique peut être un peu plus préventif chez ces patients? Donc là aussi, on va se mettre d'abord chez les patientes qui ont des cancers hormonosensibles, et puis ensuite donc les triple nets. Et les patientes à de plus, mais bon, les patientes non hormonosensibles. Donc activité physique soutenue, et bien là vous voyez qu'on a toujours, c'est pas radicalement différent, qu'on fasse une activité soutenue hebdomadaire, de 1 demi-heure qui était la référence, jusqu'à plus de 5 heures, il n'y a pas beaucoup de différence selon les groupes. Et puis, quand on se met dans les patients triple négatifs, on est donc 0,80, donc on commence à être avec un risque, avec un risque qui diminue. Et on voit qu'au fur et à mesure, de l'importance de l'activité physique dans le temps, 0,86, 0,76, 0,35, et là, on commence à avoir des différences entre les groupes. Et donc il faudrait donc, de façon peut-être contre-intuitive, mais faire une forte activité sportive pourrait être un peu protecteur, entre guillemets, avec toutes les précautions d'usage, mais en tout cas, il y a une diminution du risque chez ces personnes très sportives. Et quand on prend l'activité enfin modérée, toujours chez les patientes avec des tumeurs hormonosensibles, pas vraiment de différence selon les groupes, et en revanche, dans les patientes qui ont des cancers du sein non hormonosensibles, et bien 0,97, 0,90, 0,75, 0,50, là encore une différence entre les groupes. Donc peut-être que avoir une activité physique, voire une activité physique soutenue, certes globalement, c'est difficile d'avoir des idées de tirer de grandes conséquences, mais il y aurait peut-être un rôle protecteur sur les cancers du sein triple négatifs. Alors maintenant, on a parlé donc des personnes qui n'ont pas de cancer et de leur activité sportive. Maintenant, voyons celles qui ont eu des cancers, qui sont en rémission complète, donc les personnes qu'on suit dans cet hôpital quotidiennement, et quel est le rôle, qu'est-ce qu'on peut dire de l'activité sportive? Alors, on va prendre, c'est ce qu'on appelle ici, on va s'intéresser d'abord à cette colonne, à celle-ci, d'abord et seulement. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on prend différentes études qui ont été faites dans différentes périodes, dans différents pays, et qu'on les met tous ensemble, qu'on additionne, enfin pour parler très simplement les données, pour essayer d'être encore plus, de trouver des résultats plus probants. Donc ces personnes étaient atteintes de cancer en rémission complète, et voilà un paramètre qui est vraiment un paramètre en dur, c'est la mortalité liée au cancer du sein. On ne va pas parler de mortalité toutes causes confondues, donc mortalité liée au cancer du sein et activité physique élevée. Une méta-analyse, donc ligne par ligne, c'est une étude, et donc à la fin, on va s'intéresser à la dernière ligne qui est un peu la résultante de toutes ces études. Et donc, qu'est-ce qu'on voit chez ces personnes qui avaient une activité physique soutenue? C'est la dernière ligne. Eh bien, il existe, donc, au-dessus de 1, trop de sport serait responsable, trop d'activité physique serait responsable d'une surmortalité liée au cancer du sein. Là, on est à 0,71. On est statistiquement significatif, et surtout, 0,71, ça veut dire une diminution du risque de 29%. C'est un résultat qui est considérable pour simplement des activités physiques soutenues. Tout le monde ne peut pas faire d'activité soutenue, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Des activités physiques modérées. Et bien, on retrouve, c'est toujours la ligne en bas qui est la résultante, on trouve un risque à 0,72, donc une diminution de 28%. Donc, faire une activité physique soutenue ou modérée diminue la mortalité liée au cancer du sein de plus de 20 à 30%, ce qui est un résultat vraiment très important, et il n'y a pas beaucoup de thérapeutiques médicamenteuses qui font aussi bien que ça. Alors,
quel mécanisme? Pourquoi il y a ça? Alors là, les docteurs parlent aux docteurs. Juste pour vous présenter, je vais le faire très brièvement, parce que là, on rentre dans un domaine un peu plus technique. On s'est intéressé au système immunitaire. Et existe-t-il des changements de système immunitaire au cours du temps chez les personnes qui font plus d'activités sportives? Donc, on s'est intéressé d'abord à deux choses. Les cytokines pro-inflammatoires. Les cytokines, ce sont des substances que sécrète notre organisme et qui peuvent stimuler ou inhiber le système immunitaire. Et donc, il y avait des mesures dans cette méta-analyse sur les différents types de cancers du sein, avant, après, et les mesures des cytokines. D'abord, bonne nouvelle, le cancer du sein et les cancers de prostate sont les seuls sur le cancer étudiés pour lesquels on note des variations des cytokines. S'intéresser à une autre variable selon la nature de l'activité sportive. Alors, R, c'est en résistance, c'est des activités vraiment très, très soutenues. Le tai chi, le yoga, c'est des activités qui sont différentes, on visualise bien ce que ça peut être. AE, c'est des activités d'entretien, qui étaient donc des activités moins physiques. Et donc, ce qui fait diminuer, ce qui fait varier les cytokines, c'était l'activité c'est les personnes qui font tout, qui font et des activités de résistance et des activités un peu plus calmes d'entretien. Et puis enfin, sur quels paramètres jouer? Donc il y avait la CRP, alors voilà, les docteurs parlent de docteurs, la TNF-alpha. Et en revanche, on s'est intéressé aux cellules du système immunitaire, les lymphocytes NK, les natural killers en proportion. Il n'y avait pas de changement. C'est un autre champ sur lequel je ne m'étendrai pas ici. Alors maintenant qu'on a dit ça, on a vu que l'activité sportive prévenait le risque de cancer, prévenait le risque de récidive et de mortalité chez les patientes atteints de cancer et qui sont en rémission. Voilà, intéressons-nous donc aux hormonothérapies et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'activité sportive. Donc ces effets indésirables, les hormonothérapies qu'on donne en situation pour prévenir le risque de récidive sont deux types, le tamoxifène et les inhibiteurs de l'aromatase, aromazine, arimidex, FEMA, avec des effets indésirables, des profils un tout petit peu différents. Si d'aventure, et il y a des personnes qui ont ça dans l'assistance, donc vous le connaissez très bien, c'est des choses au quotidien qui sont difficiles, enfin qui sont compliquées à vivre sur le long terme, la baisse de la libido, les bouffées de chaleur, les modifications, les prises de poids, la décalcification sous forme d'ostéopénie, ostéoporose, un inconfort génital. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur l'activité sportive et ses effets indésirables? Donc là encore, c'est une méta-analyse récente, 2020, dans une revue qui s'appelle Maturitas, ça ne s'invente pas. Et donc, cette revue s'est intéressée à 4 types d'effets indésirables et donc aux bénéfices ou pas de l'activité sportive. Donc on s'est intéressé à 4 paramètres. Le premier, donc, c'est donc voilà, pardon, vous vous souvenez, les études listées une par une, et à la fin, la résiduelle, donc l'effet conjugué de toutes ces études. Donc le premier effet indésirable, c'est la fitness cardiovasculaire. Je me sens plus en forme, je peux monter l'escalier, 4 étages sans être essoufflé, 5, 6, etc. Voire 1,5, 1, 2, selon les personnes un peu plus, c'est un petit peu plus difficile. Donc, est-ce qu'il y a un bénéfice? Eh bien, on est ici, et donc on a un bénéfice en faveur, ce qui est tout à fait intuitif. Enfin voilà, c'est ce qu'on aurait tout dit, faire plus d'activité physique fait qu'on est plus en forme et qu'on peut plus monter ses étages. La belle affaire, mais enfin, ça va mieux en le montrant de façon contrôlée. Deuxième paramètre, les douleurs. Alors c'est vrai que les douleurs, c'est vraiment une plainte, tout ce qui est douleur articulaire, douleur musculaire, c'est une plainte quotidienne en consultation des patientes qui sont sous hormonothérapie. Et bien donc on voit, et on est à la limite de la significativité, mais on y est quand même, donc qu'il existe un bénéfice et une diminution nette des douleurs pour les personnes qui font une activité sportive sous hormonothérapie des cancers. Troisième paramètre, la densité minérale osseuse, puisque les personnes sous anti-aromatase sont à risque de se décalcifier, de faire de l'ostéopénie et au stade d'après de l'ostéoporose.
Et bien ici, donc on touche le 1, c'est la résiduelle, donc il existe un effet améliorant, pas forcément tout à fait net, mais enfin quand même, une tendance à l'amélioration. Et puis le quatrième, eh bien c'est le pourcentage de masse grasse. C'est vrai qu'on dit souvent ça gonfle, je me sens gonflé, docteur, avec ces traitements. Oui, c'est vrai. Et est-ce que faire une activité physique soutenue, ça fait diminuer cette masse grasse mesurée? La réponse est là aussi. Oui, aussi, sous forme de tendance. Donc là, on est à 0. Là, on touche le 0, donc on n'est pas, dans notre jargon, significatif, mais enfin, il y a quand même une amélioration. Donc sur ces paramètres, soit de façon significative, soit de façon presque significative, il y a une amélioration à faire une activité physique sous hormonothérapie. Alors voilà, que nous dit, donc une fois qu'on a dit ça, j'espère vous avoir montré qu'il est important de garder une activité physique ou de lancer une activité physique. Qu'est-ce que nous dit le site de l'INCa? Au moins l'équivalent, et je soumets ça à toute l'assistance. Au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Bon. Le plus important, c'est la régularité. L'idéal est de pratiquer tous les jours. Alors il y a des gens, dont moi, dans l'assistance, qui commencent à trouver ça pénible. Vous pouvez compléter vos 30 minutes d'activité quotidienne par une heure d'exercice soutenu le week-end. Je vous livre ça. Et puis, alors là, le coup de grâce, en tout cas en ce qui me concerne, près de 2 tiers des adultes atteignent ces recommandations. 2 tiers, en majorité des hommes. Et depuis 10 ans, le niveau d'activité a diminué chez les femmes. Je ne sais pas, je n'ai rien pour étayer ça, c'est sur le site de l'Institut du cancer. Donc c'est quand même un site sérieux. En tout cas, donc une incitation à garder une activité physique, autant que faire se peut quotidienne, et le week-end si on peut monter en intensité et en durée. Voilà, donc ici, je ne vais pas insister puisqu'on a déjà eu une présentation tout à l'heure sur ce qu'on peut vous proposer dans le cadre du sport, donc des activités, des professionnels comme François Leroux qui pratique mais qui est aussi moniteur d'état de Qigong. Merci à tous ces volontaires, ces associatifs de participer à l'activité, à promouvoir l'activité sportive. C'était super beau, la salsa tout à l'heure dans le hall. Je propose l'année prochaine que ce soit de la zumba, quelque chose d'un peu plus soutenu. Voilà, et je vous disais, voilà, il n'y a plus qu'à, on va tous chanter le générique, comme ça vous l'avez dans la tête jusqu'à la fin de la journée, et merci beaucoup. D'effet de ne pas avoir un nouveau cancer, si j'ai bien compris. C'est indiqué, donc il y a un aspect de la protection, il y a la prévention primaire. Je n'ai jamais eu de cancer et ça limite mon risque d'avoir qu'un cancer apparaisse. Et ça, et puis la deuxième chose, c'est la prévention secondaire. J'ai eu un cancer, je n'en ai plus, et c'est là où il y a cette diminution, autour de 25 à 30%, que ça revienne, parce que j'ai fait une activité physique soutenue. Alors ma question c'est, plutôt que de prendre une hormonothérapie qui peut avoir des effets secondaires assez importants, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire plus de sport? Les deux, mon général. Je pense que, bon, voilà, en tant que professionnel de santé, notre message est faisons en sorte de ne plus jamais, de maximiser les chances de ne plus d'être en rémission complète pour toujours. Et donc pour ça, les deux s'additionnent. Donc je ne pourrai jamais, enfin voilà, ce sont deux choses qui sont complémentaires. Et nous devons de tenir ce message, mais on garde tout à fait à l'esprit que la tolérance de l'hormonothérapie au quotidien, c'est difficile et compliqué, ça a pas mal d'effets indésirables. Mais je vous ai aussi montré sur la diapositive qu'en faisant une activité, ces effets diminuent un peu et sont plus acceptables. Alors j'avais 2 questions.
Une première sur l'intensité d'activité physique. Je suis sous traitement et j'ai remarqué que si je marche trop longtemps, je suis tellement fatiguée que je dors mal. Une chose. Donc, j'ai assez de. La deuxième question porte sur les troubles cognitifs. Parce que j'ai constaté que j'avais le sentiment d'être un petit peu plus lente à comprendre des choses et que j'avais du mal à me concentrer. Merci pour votre témoignage. Alors, effectivement, donc les troubles cognitifs, c'est quelque chose qui est effectivement décrit et accentué, et ça commence avec la chimiothérapie et l'hormonothérapie, donc c'est des troubles qui sont connus. Alors, dans le papier sur les effets, l'article sur les effets, la méta-analyse sur les effets indésirables que je vous ai montré, il y avait effectivement, je n'ai pas montré tous les résultats négatifs, et c'était jugé, on n'avait pas assez de données, et en tout cas l'activité sportive n'améliorait pas ou ne permettait pas une certaine prévention de ces effets indésirables. Il existe maintenant, je crois, des centres, en tout cas il y en a un à Paris, avec des spécialistes qui font des explorations neurologiques pour essayer de voir ce qu'on peut, et des exercices sont remis pour essayer d'améliorer un peu ces performances et ces trucs de la concentration. Seconde question, elle est par rapport effectivement à ce qu'on peut faire. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, comme semi-boutage des étages, de 5-6 étages, j'ai aussi dit 0 et 1 et 2. Effectivement, on peut pas, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, et le message n'est certainement pas de faire 3 heures de sport par jour, de faire ce qu'on peut, que ce soit régulier, et puis au fur et à mesure du temps, on peut peut-être passer d'un étage à 2, et ainsi de suite. Mais effectivement, c'est pas un message d'encouragement d'essayer de faire mieux en partant de la situation présente. Oui, je confirme qu'effectivement, le corps est chamboulé par tous les traitements qu'il a pu avoir. Donc on a une baisse à un moment donné, et après on récupère petit à petit. C'est vrai qu'on récupère, il n'y a pas photo. Je sens une récupération, une amélioration. Mais ce n'était pas très rapide, effectivement. Mais je reconnais qu'un peu d'activité physique régulière tous les jours, ça fait du bien. Merci. Bonjour. Moi, en fait, j'ai eu un cancer du sein négatif 3. On n'entend rien. On n'entend pas. Excusez-moi. J'ai des problèmes aussi, moi, d'oreille. Partageons. Bonjour, je m'appelle Karine. J'ai eu un cancer du sein triple négatif stade 3. J'ai fait 18 chimios, j'ai été opérée, j'ai fait 29 rayons avec booster pulse. Je suis là. Merci. Moi, ce que je suis venue aujourd'hui, c'est surtout pour parler. Alors, je vais tous les mardis en reconstruction musculaire avec Karine, qui est juste géniale. Merci de nous la garder et de nous donner une salle, c'est très important. Je compte sur la direction parce qu'on en a besoin. Hein. Et je le dis et je le redirai tout le temps parce que ça nous fait du bien. Moi, je suis venue, c'est pour. Moi, j'ai repris le travail après 4 médecins, mais ils n'ont pas voulu en complet, donc je suis en mi-temps thérapeutique et aujourd'hui, je dis merci parce que je vois très bien que mon activité elle est physique et donc. Quand j'ai fait la matinée, je suis bien contente d'avoir l'après-midi pour aller faire les soins chez le kiné ou me reposer tout simplement. Ce qui est dur, c'est ce que je disais avec cette dame, parce qu'en fait, quand on voit que les hommes, bon, c'est vrai, je n'aime bien tous les hommes, mais qui ont le temps peut-être d'aller plus souvent dans des salles de sport, nous les femmes, on a notre travail, et après on a les enfants, et après on a la maison, et après on a autre chose, donc on fait du sport, mais différemment aussi. Hein, c'est aussi de l'activité, mais c'est vrai que voilà. Donc du coup, moi le mardi, c'est vrai que j'ai pris l'initiative de venir à pied à Pompidou, de faire l'activité, de repartir, ce qui représente à peu près 12 000 pas dans la journée, plus l'activité au matin. Moi, c'est les douleurs. Alors parce que en fait, je voudrais comprendre, parce qu'en fait, en monothérapie, moi j'en suis pas là, j'ai rien eu à reprendre après le cancer, simplement attendre que tout se passe et que Dieu
Mais c'est ces douleurs. Moi, je trouve quand même que j'ai des douleurs dans mon corps. Enfin, je sais que je ne serai plus jamais la même. J'essaye de faire tout pour que ça va, mais je trouve que ça m'arrive. Je veux dire, en plus, avec la reprise du travail, ça m'arrive, même si c'est basique, mais c'est pas Doliprane. Et le Doliprane, on sait qu'après, ça fait mal à l'estomac aussi, au foie. Enfin, on va pas vivre avec du cachet tout le temps. Mais Merci de votre témoignage. Alors c'est difficile et je pense que ces douleurs musculaires sont certainement avec plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on peut, et c'est tout à fait basique ce que je vais dire là, d'abord ça change dans le temps. Mais vous, entre le moment où vous avez commencé votre traitement dur que vous avez listé et long, c'est sûr que vous avez fait moins d'activité, que vous n'étiez plus au travail et que les masses musculaires se sont réparties peut-être un petit peu différemment. Donc il y a aussi, comme vous l'avez très bien dit, votre corps a changé au cours de cette épreuve. Et donc c'est vrai que quand on reprend une activité aussi soutenue, parce qu'il y a tout le reste, il y a le travail, mais il y a toute la vie quotidienne, toute cette activité soutenue que vous avez listée, on est aussi rouillé, parce que ça fait 6, 8 mois, 12 mois parfois qu'on fait autre chose. Donc ça c'est une première approche tout à fait simple. Il y a aussi des médicaments de chimiothérapie qui ont une certaine toxicité réversible, mais indiscutable, et qui donnent des mal au mu, effectivement, indépendamment de l'hormonothérapie, puisque c'est pas ce qui est chez nous. Et quand on met tout ça quand on met tout ça les uns avec les autres, peut-être que aussi c'est une bonne place, si vous pouvez, si c'est possible, pour essayer de diminuer ces douleurs musculaires par un peu d'activité. Par ailleurs, ce n'est pas tout, parce qu'évidemment, il y a plein de causes organiques. Après, je pense qu'il y a aussi l'après-cancer et l'après-traitement. Il y a aussi tout l'impact psychologique et sur l'humeur aussi. Ça peut avoir. Une fois que tous les traitements sont terminés, qu'on rentre dans la phase de surveillance, c'est une autre étape qui peut aussi être difficile et angoissante à vivre et qui peut avoir un impact aussi sur les douleurs éventuelles. Les modifications hormonales éventuelles qui ont été induites par le traitement. Jeunes qui ne sont pas ménopausés et qui le deviennent, on va dire, manu militari par la chimiothérapie. J'avais eu l'ablation de l'utérus et du col de l'utérus l'année dernière. Donc, toutes ces modifications hormonales peuvent aussi rajouter malheureusement la pierre à l'édifice sur tout ce cortège de maladies. C'est ça. Excusez-moi, est-ce qu'il existe des consultations particulières par rapport au traitement j'ai du mal à appeler ça l'hormonothérapie parce qu'en fait c'est contre les hormones, en fait c'est l'anti-hormone en fait. Est-ce qu'il existe des consultations spécialisées pour le poste, c'est-à-dire quand vous commencez le traitement, est-ce qu'il y a des consultations qui existent pour adapter en fonction des effets secondaires ou anticiper, peut-être faire de la prévention pour éviter peut-être aussi tous ces effets secondaires? Si éviter d'en avoir un il y a effectivement des formations, parce que ce que je disais tout à l'heure au niveau de la maison d'information en santé. Après, il y a quelques années, on le faisait aussi dans le service. Je pense qu'en général, ce sont des consultations, enfin des réunions de groupe qui peuvent justement être pertinentes aussi pour pouvoir parfois bien voir comment les autres le vivent pour... Oui, moi. Moi j'ai une question par rapport à l'usage des gants froids en chimiothérapie. J'ai été assez perdue dans mon suivi ici sur savoir si c'était bien ou pas. Sachant que les ongles, bon, c'est en fait après on dit ça repousse, c'est pas forcément très grave. En revanche, il y a la question des neuropathies et là-dessus j'avoue que j'ai un peu eu l'impression de nager en eau trouble, savoir si c'était bien ou pas de les porter. Est-ce que ça prévenait les neuropathies ou est-ce que ça les accentuait? Voilà.
on sort complètement du champ de ce qui était là. Il a été donc simplement très brièvement, il a été montré qu'au niveau de la toxicité, donc dans une étude qui part de cet établissement, en fait, dont on est assez... pas utiliser le mot fier, mais enfin, on est content de cette étude bien menée chez des personnes avec des gants froids versus des personnes qui n'avaient pas ces gants froids, donc de la diminution de la toxicité au niveau notamment des ongles. Alors sur la neuropathie, a priori, il n'y a pas d'effet protecteur, ni d'effet avec les médicaments de chimio qu'on donne dans le cancer du sein, il n'y a pas d'effet du chaud ou du froid. Ça, c'est très clair. Donc ça peut aussi accentuer éventuellement certains symptômes désagréables, mais ça n'a pas une aggravation qui est plus liée à une toxicité, à une accumulation du produit de chimio dans les nerfs. Mais on pourra en parler à un autre moment si vous voulez, parce que là on sort du champ. Merci.